Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la présentation du troisième trimestre, couvrant les 9 premiers mois de l'année 2024 de IDUQS. J'aimerais commencer par les points saillants de la présentation. L'année suit de très près ce que nous vous avons annoncé, avec une croissance à un chiffre, tant en termes de revenus que d'EBITDA, mais une très forte croissance du bénéfice net. Jusqu'à présent, nous avons enregistré une croissance de 26% au cours de ces 9 premiers mois par rapport à la même période de l'année dernière. Nous avons constaté une évolution très significative au troisième trimestre, avec une augmentation de 60 millions de réaux du bénéfice net, le plus grand bénéfice net ajusté que nous ayons réalisé depuis la période pré-pandémique. Cela s'accompagne également d'une évolution très importante du flux de trésorerie pour les actionnaires, atteignant près de 300 millions de réaux pour le trimestre, soit presque 3 fois l'équivalent de la même période l'an dernier. Il y a évidemment plusieurs éléments à souligner, que Rossano détaillera davantage, mais cette évolution du coût de la dette est un point marquant, jouant un rôle important dans l'évolution du bénéfice net et du flux de trésorerie. Un point important est notre unité premium, qui renforce la solidité de notre portefeuille. Ceux qui étaient avec nous l'an dernier se souviennent que le point fort était mis sur l'évolution de l'EAD et une reprise du présentiel. Cette année, le portefeuille, avec le premium, progresse de manière significative, avec une croissance de plus de 20% de la base par rapport à l'année précédente et une augmentation importante du ticket, tant pour IBMEC que pour la médecine. Nous constatons également une progression dans la marge EBITDA que nous appliquons ici. À ce stade, les gens commencent à nous interroger sur l'allocation du capital et je pense que lorsque nous examinons les opportunités que nous avons, comme le souligne souvent Rossano, il est très difficile pour nous de trouver une opportunité aussi évidente à nos yeux que nos propres actions. Nous avons entamé avec force le programme de rachat. Nous avons déjà racheté 13 millions d'actions, annulé 20 millions d'actions, certaines provenant de ce programme, d'autres de programmes antérieurs, ce qui fait qu'actuellement, le programme est toujours en cours et il reste encore beaucoup à faire, avec un total actuel de 279 millions d'actions. Ainsi, vous allez voir ici pourquoi nous obtenons ces excellents résultats. Nous travaillons beaucoup sur les éléments que nous contrôlons en interne. Et, en renforçant cela, nous espérons que la réaction souhaitée sera de rendre encore plus évidente la manière dont nous allons atteindre la guidance que nous avions fixée de 1,6 à 1,9 EPS pour l'année 2024. Un point important à noter est que pour cette fourchette de 1,6 à 1,9, nous utilisons le nombre d'actions que nous avions au moment du guidance et non les 279 millions actuels, probablement un nombre encore inférieur à la fin de l'année, ce qui donnerait un chiffre supérieur à ce 1,6. En commençant par l'unité premium, qui, comme je l'ai mentionné, est notre point fort du trimestre et de l'année, avec une évolution très importante des revenus nets de 16% par rapport à la même période de l'année dernière. Une progression importante tant en médecine qu'à l'IBMEC. Une évolution encore plus marquée au niveau de l'EBITDA, avec une croissance de 24% par rapport à l'année précédente. Ici, nous avons mis en évidence l'IBMEC dans ce ballon vert, qui fait partie de l'unité premium, mais a un impact important dans ce segment. Les gens associent souvent le premium uniquement à la médecine, mais nous avons également l'IBMEC ici, qui représente un peu moins de 1,5 de l'EBITDA que nous avons généré cette année et qui a évolué de 120% au cours des 3 dernières années. Nous avons observé une reprise importante de la marge, passant de 48% à 50% cette année, une augmentation de 2,5 points de pourcentage. En outre, il y a eu une progression significative de la base d'étudiants, avec une croissance totale de 22% de la base. En médecine, la base a dépassé les 9000 étudiants depuis un certain temps, et l'IBMEC atteint désormais 6000, avec un succès absolu pour l'IBMEC Faria Lima, un moteur essentiel de croissance pour nous. Et à noter cette augmentation du nombre de places à Castagnal. Castagnal est l'une de nos unités du programme Plus de médecins 2. Nous avons fait preuve de beaucoup de discipline dès le départ, en sélectionnant les régions avec la plus grande capacité d'expansion, en respectant les directives de l'appel d'offres gouvernementales et en créant des postes de résidence.
Aujourd'hui, IDOMED a pratiquement le même nombre de places de résidence que l'UFRJ. Nous contribuons ainsi à la société en apportant notre soutien au système de santé local. Nous travaillons en collaboration avec les municipalités pour garantir la disponibilité de lits afin que nos étudiants puissent bénéficier d'une bonne expérience d'apprentissage. Tout cela nous permet d'atteindre un grand succès, bien supérieur à la moyenne du marché, pratiquement le double de la moyenne du marché, en matière d'expansion des places dans les programmes, plus de médecins I et II, ce qui nous rend très optimistes pour le processus de plus de médecins 3, pour lequel nous avons déjà soumis tous les documents et attendons les résultats au début de l'année prochaine. En termes de tickets et de renouvellement, nous restons très en ligne avec nos pratiques habituelles, avec une évolution importante, tant pour l'IBMEC que pour l'IDOMED, et un taux de renouvellement qui reste stable, autour de 95%, 96%, 97%, comme nous l'avons constaté. En ce qui concerne le digital, sur le côté gauche du tableau, nous voyons que tant les revenus que la base d'étudiants se maintiennent, bien qu'il y ait une diminution dans la base d'étudiants de licence. En bas, à droite, nous observons une réduction de tickets, ce que nous avions déjà mentionné. L'année 2023 a été marquée par une forte élasticité sur le marché et nous avons travaillé avec tickets à moyen terme inférieurs à ceux de l'année précédente. Ces deux facteurs combinés ont entraîné une baisse de l'EBITDA ainsi qu'un impact sur le levier opérationnel, comme nous en avions parlé l'année dernière. En période de croissance, les marges augmentent, mais cette année, l'inverse s'est produit, probablement en raison d'une deuxième année de marché très difficile. En outre, la baisse de tickets que nous observons résulte des offres que nous avons faites en 2023 de manière consciente, ce qui nous a permis de constituer une base importante, mais soulève la question du ticket à moyen terme. En regardant dans le coin droit, nous voyons un taux de renouvellement similaire à celui de l'année dernière, mais une captation nettement inférieure. Je pense qu'il est important de détailler cela ici. Beaucoup d'entre vous, qui communiquent régulièrement avec nous, savent que nous mesurons chaque semaine l'élasticité pour comprendre l'évolution du marché. En période de forte élasticité, nous avons tendance à être plus agressifs en termes de prix. Et dans des périodes comme celle-ci, où le marché est dans une condition moins favorable que précédemment et où nous constatons une faible élasticité, nous préférons travailler avec des prix plus élevés qui porteront leurs fruits au cours de l'année prochaine, même si cela signifie que nous pourrions souffrir peut-être même un peu plus que le marché dans le domaine de la captation. Ainsi, notre captation a été pratiquement 20% en dessous de celle de l'année dernière. Nous avons appliqué des prix M7 dont l'impact ne se fera sentir qu'au milieu de l'année prochaine, avec une hausse de 17% par rapport à l'année précédente. La bonne nouvelle est que nous observons maintenant, au 4e trimestre, bien qu'il reste encore beaucoup à compléter, des chiffres très similaires à ceux du 4e trimestre de l'année dernière, tout en maintenant des prix supérieurs à ceux que nous avons pratiqués au 3e trimestre. En ce qui concerne le présentiel, que voyons-nous ? Les revenus restent stables par rapport à la même période de l'année dernière, avec une base en croissance de 2%, ce qui est assez important. Après de nombreux trimestres de baisse, en 2024, nous montrons une croissance de la base par rapport à la même période de l'année précédente. Cela est largement dû à notre stratégie semi. La stratégie semi nous aide non seulement à diluer les coûts fixes de nos campus, mais aussi à mieux positionner les prix du présentiel. Nous avons légèrement augmenté le prix du présentiel, offrant une alternative pour ceux qui ne peuvent pas payer le tarif complet de notre présentiel, et cela a été un succès. Nous avons encore aujourd'hui une part de marché bien inférieure à notre juste part dans cet univers du semi-présentiel, mais nous sommes très optimistes pour l'avenir. En regardant le ticket, en bas à droite, vous vous souviendrez que ce chiffre était négatif le trimestre dernier. Nous préférons présenter ici les tickets des étudiants vétérans, ceux qui sont avec nous depuis plus d'1 an et qui sont passés par l'ensemble du processus d'offre, qui varie beaucoup d'un semestre à l'autre, ce qui rend la comparaison plus juste, c'est-à-dire Orange avec Orange. Et que se passe-t-il ? Nous avons formé des personnes avant la pandémie, qui ont un historique de tickets avec de nombreux ajustements. Cette base pré-pandémique
disparaît donc progressivement, avec de nouveaux entrants à des tickets plus élevés que les promotions précédentes, mais toujours inférieurs à ceux de la période pré-pandémique. Il y a donc un effet qui s'annule. En bas, les personnes formées avant la pandémie ont des tickets élevés, tandis que de nouvelles personnes entrent avec des tickets supérieurs à la moyenne pendant et après la pandémie, mais cet ensemble a encore un effet qui se neutralise ici. Ce chiffre était négatif le trimestre dernier, et il est maintenant positif. Nos projections montrent également des chiffres dans cette fourchette pour l'avenir, jusqu'à ce que cette cohorte pré-pandémique soit diplômée, moment où nous disposerons d'un fort levier pour augmenter le ticket moyen. Tout cela conduit à un EBITDA stable par rapport à l'année dernière, mais avec une marge de 23%, ce qui est beaucoup plus élevé. Si vous regardez, il y a peu de temps, nous travaillions avec un chiffre de 19% ici. En examinant la modalité en présentiel, c'est l'une de nos unités qui a une capacité excédentaire et un levier opérationnel assez important, dont nous avons progressivement amélioré la marge, en travaillant sur la base et en optimisant nos unités. Cela nous permet d'obtenir cette marge en ligne avec les 9 premiers mois de l'année dernière, mais bien supérieure à ce qu'elle était il y a encore peu de temps. Le renouvellement et captation sont très proches de ceux de l'année dernière. Le taux de renouvellement est toujours entre 81, 82 et 83%, variant en fonction de la conjoncture économique. Quant à la captation, elle est inférieure de 1,6% par rapport à l'année précédente, tout en appliquant des prix plus élevés, ce qui est très conforme à nos attentes pour cette période. Je vais maintenant passer la parole à Rossano, qui partagera avec vous les indicateurs financiers. Merci Eduardo. Bonjour à tous. Passons à la diapositive des revenus où nous montrons une fois de plus la force de notre portefeuille avec tous les secteurs en croissance. Évidemment, Premium a connu un trimestre extrêmement fort une fois de plus, augmentant encore sa part dans notre mix, ce qui est très positif, non seulement en termes de rentabilité, mais aussi pour démontrer la résilience de notre portefeuille dans son ensemble. Nous pouvons passer à la suivante. Nous avons beaucoup parlé tout au long de l'année de nos efforts pour réduire les dépenses de manière générale, et nous voyons cela se refléter très clairement dans cette diapositive. En regardant la diapositive des coûts et des frais généraux et administratifs, GNA, nous constatons une réduction très significative, diminuant de près de 1 point de pourcentage par rapport aux revenus, résultat de tout le travail réalisé tout au long de l'année. Mais en regardant VNM et PDD, les résultats évoluent de manière très similaire à ce que nous avions prévu, notamment ce que nous avons souligné au deuxième trimestre. Nous aurons une diapositive pour en parler un peu plus sur ce que nous avions anticipé concernant cette structure de dépenses pour le second semestre. Et nous voyons que les résultats sont bien en ligne avec ce que nous avions prévu, renforçant notre confiance dans la réalisation de la guidance pour l'année 2024. Ainsi, tout ce que nous avons évoqué concernant les coûts nous amène à la diapositive suivante où nous parlerons de l'EBITDA. Vous pouvez donc voir ici l'expansion de notre EBITDA d'une année sur l'autre. La division Premium, qui est déjà notre secteur avec la plus grande marge, enregistre un grand succès, avec une augmentation supplémentaire de 3 points de pourcentage d'une année sur l'autre. La part croissante de la division Premium contribue de plus en plus à notre mix, rendant la rentabilité de l'ensemble de l'activité de plus en plus élevée grâce à la plus grande contribution de notre secteur le plus rentable au sein de l'EBITDA total. Je ne peux pas non plus omettre de mentionner ici la résilience de la modalité présentielle, qui affiche une marge stable d'une année sur l'autre, mais qui, tout comme l'ensemble de nos activités, se positionne comme la meilleure marge du marché. Et comme l'a mentionné Eduardo dans la diapositive spécifique au présentiel, les leviers que nous avons pour l'avenir et les tickets qui se positionnent à des niveaux de plus en plus élevés nous permettent d'occuper de plus en plus d'espace, de réduire les loisivetés et de diminuer les coûts fixes. Ainsi, en ce qui concerne la modalité présentielle, nous sommes très confiants quant à l'avenir de cette activité. Passons à la suite. Voici une diapositive très importante que nous avons souvent soulignée. Notre guidance s'est fortement concentrée sur le résultat de bénéfices attendus pour l'année dans son ensemble. Nous restons très confiants. Je pense que le troisième trimestre apporte une grande force, augmentant la confiance du marché dans notre capacité à atteindre nos objectifs. Une croissance très vigoureuse du bénéfice net de 53% d'une année sur l'autre, soutenue par cette augmentation de l'EBITDA et, de manière significative,
par la croissance du résultat financier. Comme l'a mentionné Eduardo, notre guidance indiquait une croissance modérée des résultats opérationnels et une croissance très importante du bénéfice. Cela est illustré ici dans cette diapositive. Dans le résultat financier, certains éléments spécifiques du troisième trimestre sont présents, mais une grande partie se prolongera non seulement jusqu'à la fin de l'année, mais également tout au long de 2025. Cela renforce à nouveau notre confiance dans la guidance de 2024 et dans celui des années suivantes. Voici notre diapositive avec une perspective historique. Il est toujours utile d'élargir un peu notre horizon temporel. En observant de 2019 à aujourd'hui, nous voyons un TCAC de 8% dans les revenus. Eduardo évoque souvent le nombre de crises différentes que nous avons traversées durant cette période. Et pourtant, la constance de la croissance des revenus est impressionnante. Et en maintenant des marges à des niveaux très élevés, nous maintenons notre marge au-dessus de 33% encore cette année. Grâce à la diversité de notre portefeuille, qui démontre sa résilience à différents moments, nous garantissons une continuité de retour pour l'actionnaire. Depuis notre introduction en bourse en 2007, nous avons versé des dividendes chaque année. Cette année, comme dans certaines années précédentes, nous menons un programme de rachat, garantissant ainsi toujours aux actionnaires le retour de la valeur générée par l'entreprise. Passons à la suite. Nous arrivons maintenant à une autre diapositive très importante de cette présentation. La forte génération de flux de trésorerie pour l'actionnaire, atteignant 300 millions de réaux, marquant un tournant majeur pour cette entreprise. Depuis la pandémie, cette activité avait réduit sa génération de trésorerie finale et nous avions signalé que ce moment de retournement était en train d'approcher. Le second semestre serait essentiel pour démontrer cette accélération. Par sa structure, cette activité devrait être un générateur de trésorerie important. Cela est clair dans notre guidance à long terme, selon lequel nous allons réduire notre levier financier et devenir ainsi un grand distributeur de dividendes. C'est donc une pierre angulaire de notre stratégie. Ce retournement dans ce trimestre, avec cette génération de trésorerie proche de 300 millions de réaux, est un signal très positif pour nous et renforce notre vision stratégique. Il est intéressant de noter qu'il provient de deux lignes très pertinentes. Une ligne de créance, où, même en continuant d'utiliser le DIS comme un outil important pour notre captation, nous savons que le DIS est un instrument de revenu à long terme. Ainsi, même en continuant à utiliser intensivement le DIS, nous avons réduit notre délai moyen de recouvrement, le faisant passer de 103 à 96 jours. Cette amélioration provient d'une capacité accrue de recouvrement, résultant de diverses actions, allant des structures de recouvrement à la gestion de nos créances, ainsi que des méthodes que nous utilisons avec nos étudiants. Nous privilégions également la capacité de fidéliser nos étudiants et de les renouveler, ce qui a considérablement augmenté notre taux de conversion, et cela se reflètera dans nos résultats. Une autre ligne très importante est celle du résultat financier, qui, en raison de tous les résultats que j'ai mentionnés précédemment, bénéficie également de ces actions visant à améliorer notre capacité de recouvrement et de facturation. Lorsque nous regardons le côté droit, nous voyons notre CAPEX de l'année, qui progresse vers notre guidance, avec un montant prévu allant jusqu'à 470 millions de réaux. Le CAPEX reste fortement axé sur la transformation digitale en TI. Nous avons déjà complété notre grand cycle de CAPEX, atteignant 12% au milieu de notre transformation. Mais maintenant, nous nous rapprochons de notre guidance à moyen terme, tout en continuant à consacrer une grande partie de notre investissement à la technologie et à la transformation digitale, et cela sera ainsi à l'avenir. Passons à la diapositive suivante. Nous allons maintenant examiner notre structure d'endettement. Tout d'abord, en ce qui concerne notre coût moyen de la dette, à long terme, nous avons considérablement réduit ce coût, ce qui démontre la solidité de cette entreprise, de la reconnaissance du marché, ainsi que de notre capacité à générer des liquidités et à créer de la valeur à long terme. Nous sommes une entreprise notée AAA, reconnue par le marché, et nous avons généré des opportunités pour capitaliser sur cette situation dans le contexte actuel du marché. Ainsi, encore une fois, le coût moyen continue de diminuer de manière séquentielle. Nous avons également réduit notre levier financier, malgré un programme de rachat en cours et l'anticipation du paiement de dividendes que nous avons effectué au deuxième trimestre. C'est un sujet très important. Nous avons réduit notre levier financier à 1,56, même avec ce processus de rachat. S'il n'avait pas eu lieu, nous aurions atteint 1,51, avançant une fois de plus vers notre guidance à long terme,
notre objectif à long terme d'atteindre 1x de dette nette EBITDA, comme nous l'avons mentionné lors du YDQS Day au deuxième trimestre. En regardant le côté droit, nous constatons une position de liquidité très robuste, de 875 millions de réaux, avec notre dette nette bien équilibrée et notre calendrier d'amortissement, qui, comme je l'ai mentionné précédemment, nous permet de tirer parti des meilleures opportunités du marché. Un calendrier d'amortissement très dilué, avec peu de créneaux, presque rien à court terme, et des dettes arrivant à échéance avec des montants très faibles en 2025. Notre spread, comme je l'ai mentionné, diminue de manière séquentielle, et notre levier suit notre guidance à long terme. C'était la diapositive que j'avais mentionnée précédemment. Ici, je vous présente exactement les phrases que nous avons utilisées lors de la divulgation du deuxième trimestre. Nous souhaitions clarifier quels seraient les principaux leviers que nous utiliserions pour générer la valeur nécessaire afin d'atteindre la guidance de bénéfices de l'année. Voyons comment chacune d'elles a performé. Tout d'abord, en ce qui concerne les TRASPA, nous avons indiqué que la réduction de la captation, qui a eu lieu au premier semestre de 2024, va entraîner une diminution du poids des TRASPA dans le résultat global du deuxième semestre. Vous vous souvenez qu'au premier semestre, cela a été l'un des éléments défavorables pour notre résultat, et nous avons mentionné que cela se renverserait au deuxième semestre. Notre vision est que cela resterait même en dessous du pourcentage des revenus de l'année précédente. Il est resté identique, ce qui représente déjà une grande réduction par rapport à l'année précédente, et le fait qu'il n'ait pas diminué est une excellente nouvelle, car cela s'explique par la collecte exceptionnelle que nous avons réalisée tout au long de l'année. Une partie des TRASPA que reçoivent les pôles est basée sur le montant collecté et non sur le chiffre d'affaires. Étant donné que nous avons eu une collecte très forte, cela augmente les TRASPA en pourcentage des revenus, ce qui est une excellente nouvelle pour notre entreprise et explique pourquoi cela s'est produit. Concernant la PDD, comme nous l'avons mentionné, cela a également été un facteur défavorable pour nos résultats au premier semestre, en raison du profil de captation qui a eu lieu au second semestre de l'année dernière. Nous observions que ce pourcentage évoluait vers un niveau comparable à celui de l'année précédente. Ainsi, au cours de ce trimestre, nous approchons déjà du pourcentage de l'année précédente et nous constatons une amélioration encore plus marquée au quatrième trimestre pour aboutir à un résultat final pour le second semestre avec un pourcentage des revenus très proche de celui de l'année précédente. En ce qui concerne V&M, nous avons fourni une guidance claire au marché indiquant que nous nous rapprocherions à nouveau du pourcentage des revenus de l'année précédente. Nous avons performé au premier semestre avec environ 1 point de pourcentage au-dessus de l'année précédente. Ce trimestre, nous atteignons un niveau très proche de celui de l'année précédente. En considérant notre position sur le marché et les conditions actuelles, ainsi que l'élasticité de la captation, nous avons décidé stratégiquement de nous positionner, encore une fois, près du pourcentage de revenus de l'année dernière. Concernant les frais généraux et administratifs, GNA, comme nous l'avons mentionné, ils continuent à montrer les résultats de la gestion des dépenses que nous avons mises en œuvre, avec une réduction d'environ 1 point de pourcentage, comme nous l'avons déjà montré dans la diapositive précédente. Le résultat financier est également, comme nous l'avons discuté, l'un des leviers majeurs pour atteindre le résultat global de l'année. Et que reste-t-il ? Nous constatons que nous avons déjà atteint 1,44 sur les 1,6 que nous avions promis de livrer au marché. Eduardo a souligné dans la première diapositive que je continue à utiliser le nombre d'actions qui était la base de notre guidance, soit les 291 millions d'actions. Bien que nous menions un programme de rachat, ce résultat sera en pratique plus élevé, mais pour la comparaison avec la guidance, j'utiliserai toujours la même base. Il ne reste donc que 0,16 à atteindre maintenant au quatrième trimestre, un chiffre que, encore une fois, nous sommes très confiants de pouvoir réaliser. Les leviers du quatrième trimestre ne diffèrent pas beaucoup de ceux déjà évoqués au deuxième trimestre. Nous continuons avec les TRASPA, suivant la tendance de réduction par rapport à l'année précédente. La PDD intensifie le mouvement d'amélioration que nous avons déjà commencé à observer au troisième trimestre. La V&M suit le même modèle, se rapprochant des résultats de l'année dernière. Les frais généraux et administratifs, GNA, continuent de montrer les avantages des réductions de coûts que nous avons mises en place. Quant aux résultats financiers, ils restent à nouveau dans la même dynamique positive de réduction de la Selic, ainsi que de diminution du spread et de notre levier, comme nous l'avons beaucoup commenté dans les diapositives précédentes. Je passe donc la parole à Eduardo,
qui va commenter nos résultats en matière d'ESG pour le dernier trimestre. Merci beaucoup, Rossano. Maintenant, en parlant d'ESG, qui est également un sujet qui me tient particulièrement à cœur, lors du trimestre dernier, nous avons présenté ici une photo des Jeux olympiques où nous avons montré l'importance de notre participation tant aux Jeux olympiques qu'aux Jeux paralympiques. Aujourd'hui, nous apportons des photos de plusieurs de nos leaders. Nous avons intégré le TEVA, qui est l'indice des entreprises ayant une forte représentation féminine dans leur leadership. Nous sommes une entreprise reconnue pour sa diversité et ce n'est pas un hasard. Nous sommes un reflet pour nos étudiants. Nous avons 80% de nos collaborateurs qui ont été nos étudiants à un moment donné. Cela reflète notre slogan. Viens avec nous, je suis déjà passé par là. Cet engagement, ce climat, ce sens du but et d'appartenance très fort ici. En outre, quelles sont les nouvelles ici? La conclusion du rapport CDP du côté environnemental et le label OR dans le GHG, comme vous pouvez le voir ici. Notre notation AA dans le MSCI est également très importante. C'est une reconnaissance. Très peu d'entreprises dans le monde, en particulier dans le secteur de l'éducation, obtiennent une telle distinction en tant qu'entreprise leader dans une démarche ESG et UIDQS en fait partie. Notre programme de stagiaires pour les personnes noires en est à sa 4e promotion avec 11 000 inscriptions, ce qui est un chiffre impressionnant pour un programme de stage et encore plus pour un programme exclusif, c'est un grand succès. Ces jeunes sont maintenant répartis dans les 4 promotions ici, dispersés dans l'ensemble de l'entreprise. Nous avons touché plus de 600 000 personnes grâce aux services communautaires et aux projets sociaux de nos unités. Et il y a une chose dont je suis particulièrement fier, nous avons été reconnus par le magazine Exam avec le prix Gestion des ressources humaines, un prix très difficile à obtenir, sans conseil, sans soutien, sans aide. C'est une évaluation très complexe entre ce que vous dites et ce que les gens perçoivent. Ainsi, nos employés, beaucoup d'entre eux ont été interviewés et de nombreux questionnaires ont été remplis. Le principal sujet ici est la légitimité et la cohérence entre ce que nous faisons et ce que nous disons chaque jour au sein de l'entreprise. C'est donc une grande source de fierté d'avoir été reconnu par ce prix. Considération finale. Une grande partie de ce que Rossano a évoqué montre clairement que nous sommes dans une phase claire de reprise. Je pense qu'en 2023, nous avons constaté une reprise opérationnelle très évidente dans l'évolution de l'EBITDA, le portefeuille, montrant sa force. Nous avons entendu beaucoup de gens dire que le secteur premium est résilient et avec l'amélioration de l'économie, les modalités EAD et présentielles se sont renforcées, ce qui a conduit à une croissance fantastique en 2023, tant en revenus qu'en EBITDA. Désormais, la reprise du bénéfice net ainsi que du flux de trésorerie pour les actionnaires revient à ce que cette activité a toujours été. Comme l'a souligné Rossano, structurellement, un fort générateur de trésorerie et un solide bénéfice net. Ainsi, nos points saillants ici sont la croissance des revenus dans toutes les activités, l'évolution de l'EBITDA et l'augmentation de la marge EBITDA également. Comme l'a souligné Rossano, notre principal moteur de croissance est celui qui présente la plus grande marge, ce qui nous aide à avancer et à regarder vers l'avenir. Et l'évolution du bénéfice net que j'ai déjà mentionné. Le coût de la dette, qui constitue un levier important, n'est qu'un des éléments que nous avons dans l'évolution en dessous de la ligne de l'EBITDA et représente une amélioration notable. En ce qui concerne le CAPEX, comme l'a mentionné Rossano, nous nous approchons de la guidance que nous avions établie plus tôt. Lorsque nous étions à 12, nous avions indiqué que nous allions atteindre un chiffre entre 7 et 8. Nous sommes actuellement à 8,1 au cours des 9 premiers mois de l'année. Flux de trésorerie, je l'ai déjà commenté avec vous, et la préoccupation en particulier, c'est que les investisseurs étrangers nous posent beaucoup de questions sur l'allocation de capital. Ainsi, nous allons être de grands générateurs de dividendes, comme nous l'avons indiqué, dans la guidance que nous vous avons fournie lors du YDU QS Day au premier semestre. En regardant vers l'avenir,
Nous sommes très optimistes quant à l'atteinte de cet objectif. La question qui revient souvent est celle de l'investisseur étranger et l'allocation de capital. Aujourd'hui, nous ne voyons pas de meilleure façon d'allouer notre capital que dans nos propres actions. Nous avons annoncé un rachat de 300 millions de réaux et nous avançons dans cette direction avec encore beaucoup à venir au cours de l'année. L'annulation mentionnée par Rossano s'inscrit dans cette dynamique. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous suis très reconnaissant pour votre confiance et nous allons passer aux questions.